Merci. Deux problèmes, enfin, l'intitulé de cette table ronde appelle de réflexion pour moi. Palestiniens et Israéliens, deux peuples prêts pour la paix. Il y a deux termes à définir. Que recouvre la notion de peuple évoquée ici quant au peuple israélien? Ce collectif désigne-t-il, comme on pourrait le penser, tous les citoyens israéliens? Nous savons tous bien que non. 20% des citoyens israéliens sont palestiniens. De plus, l'adéquation revendiquée est parfaite entre État et collectif juif qui composent la majorité de la population confère à cette notion de peuple un composant ethnique au mieux prémoderne. Une des ambiguïtés d'Oslo, celle-là même qui a fait échouer le processus de paix, repose très exactement sur cette définition trouble et équivoque de peuple s'agissant du collectif israélien. C'est le fameux slogan de la paix maintenant de l'époque d'Oslo, deux peuples, deux États. Quel peuple, quels États? Des questions qui n'ont cessé de travailler les sociétés concernées, évidemment. Alors, c'est d'ailleurs, on peut supposer, et c'est une évidence, que les négociateurs israéliens pendant Oslo parlaient du peuple, d'un État juif et de ses citoyens juifs versus un État palestinien, ce qui n'était pas le cas pour le négociateur palestinien. C'est une hypothèse largement confirmée depuis par les exigences réitérées de tous les gouvernements israéliens d'une reconnaissance préalable par l'autorité palestinienne d'Israël comme l'État-nation du peuple juif. C'est ce que vient de répéter dans un discours de janvier Netanyahou. Le négociateur palestinien Nabil Kassi, lui, a répondu à cette injonction dans un article publié le 25 octobre dernier. Les Palestiniens ont un droit historique sur la Palestine et ils ont le droit de mettre en application leur droit à l'autodétermination pour établir un État souverain qui soit le leur. Il en résulte que reconnaître Israël comme étant l'État-nation des Juifs contredit et met en danger les droits de tous les Palestiniens qui continuent à vivre sur la terre de leurs ancêtres, aussi bien que les droits des réfugiés palestiniens qui ont été déplacés par la force et expulsés de chez eux en 1948, afin de faire de la place pour un État avec une majorité juive. Je saute un peu, c'est l'État. Ils ne peuvent reconnaître Israël autrement, c'est l'État de son peuple, et son peuple n'est pas composé que de juifs. Le quart de sa population actuelle n'est pas juif. Le deuxième problème que pose cet intitulé, ou en tout cas la deuxième réflexion qu'il inspire, c'est deux peuples prêts pour la paix. C'est comme si on tentait d'établir une symétrie de responsabilité entre les deux collectifs. Alors remplaçons les termes pour essayer de voir, même si comparaison n'est pas raison, aurait-on pu dire Algériens et Français, deux peuples prêts pour la paix? Je ne crois pas. On avait un collectif français conséquent, issu d'une colonisation de peuplement, dominant et privilégié, et un collectif algérien dominé. Donc la question s'est posée de qu'est-ce qui aurait pu faire que le collectif français aurait pu rester en Algérie. Il n'y avait qu'une seule possibilité, une seule condition, mais essentielle, que le peuple colon d'Algérie renonce à ses privilèges et devienne membre du peuple de l'Algérie indépendante, où tous les citoyens, quelle que soit leur origine, auraient eu des droits égaux. La violence de l'affrontement franco-algérien n'a pas permis de résoudre cette équation, privilège contre droit, et c'est la raison pour laquelle le collectif français d'Algérie a dû quitter sa terre natale. Il ne s'agit pas ici de rechercher la paix entre belligérants de situations ou de responsabilités égales, mais de reconnaître le rapport de domination coloniale entre un collectif privilégié, jouissant en outre de droits démocratiques pour sa partie juive, et un collectif opprimé, et privé de droits à des degrés très différents selon qu'il se trouve en Israël, dans les territoires occupés de Cisjordanie, dans la bande de Gaza assiégée, dans les camps de réfugiés ou en exil en diaspora. La question à étudier devrait donc se formuler ainsi. Comment faire cesser la domination coloniale pour accéder à la paix? Le collectif israélien juif est-il prêt à renoncer à ses privilèges? Le collectif palestinien peut-il accéder à ses droits? La paix ne peut être que le fruit de ces deux résolutions, auxquelles pour l'instant les réponses sont malheureusement négatives. De plus, la paix ne peut être que la conséquence de ces résolutions et non un préalable, comme beaucoup ont longtemps essayé de le faire croire.
Voilà. Alors, renoncer à ces privilèges pour la société israélienne ne peut s'envisager que s'ils deviennent trop coûteux et que la paix, justement, leur devient préférable dans une économie interne globale qui intègre des valeurs morales, une perception de soi, etc. Pour la dernière décennie, si on regarde un petit peu, Israël bénéficie de 3 choses qui rendent impossible qu'il ait envie de renoncer à ses privilèges, en tout cas dans la société israélienne. 1, une croissance économique hors norme, telle que mesurée dans l'OCDE, dont Israël est membre depuis 2010. Ça tourne autour de 4, 3,7 pour l'année 2013, contre 1,2 pour la moyenne des pays de l'OCDE. Une dette inférieure à la moyenne des États de l'OCDE. Et pour ce qui concerne le volume d'exportation de biens et services, il est passé de 43 milliards de dollars en 2002 à 79 milliards de dollars en 2013. Donc tout va bien. Et quand Naftali Bennett décrit le 20 janvier dernier devant son groupe politique à la Knesset le redressement économique du marché après 2002, il établit un lien avec l'absence de négociations de paix et leur non-nécessité. Et il dit, alors que s'est-il produit? Est-ce que la paix est soudainement arrivée en 2002? Sûrement pas. Il n'y avait pas de processus diplomatique. Dans l'opération bouclier de défense, IDF, l'armée de défense israélienne, a repris le contrôle des villes de Judée-Samarie. Et depuis, jusqu'à présent, avec l'exception de la crise internationale, nous sommes en croissance continue. Sous-entendu, enfin, et même pas sous-entendu, dit clairement, pas besoin de négociation. Concernant la sécurité, je vais me contenter de citer le rapport du Shin Bet 2009, qui dit que c'était l'année la plus calme depuis 10 ans, 2010, qui dit que c'était l'année, le même du Shin Bet aussi, qui dit que c'était l'année avec le nombre d'attentats et de morts le plus bas en 10 ans, l'année 2002 ayant été l'année au nombre le plus élevé, puis la déclaration de Benjamin Netanyahou, qu'il vient de mettre sur son Facebook lors de la Journée internationale de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme. L'année 2013 a été l'année la plus calme pour la sécurité des citoyens israéliens depuis une décennie. Et enfin, c'est not the list. Non, c'est pas vrai, je suis au quart. Bon, je vais me dépêcher. La déclaration du 28 janvier 2014 du général Amos Yadlin, chef du service des renseignements de l'armée, une très bonne année pour la sécurité nationale de l'État d'Israël. Croissance et économie florissante, sécurité reconnue, 3e paramètre, impunité totale garantie. Même l'opération Pont Durci n'a pu être sanctionnée par l'ONU qui a préféré enterrer le rapport Goldstone. L'Union européenne n'a jamais mis en pratique, durant les 10 dernières années, aucune des sanctions qu'elle pouvait activer devant les innombrables violations des droits de l'homme et des traités internationaux par Israël. Tout ça pour vous dire, parce que je suis obligée d'abréger très rapidement, qu'on a une stratégie coloniale qui correspond aujourd'hui à quelque chose de plus... qu'on est arrivé à définir comme quelque chose de plus profond, comme une structure. C'est-à-dire qu'on est passé... La stratégie coloniale israélienne, on peut la résumer en 3 termes. Une occupation la plus longue de l'histoire moderne, dont le grand mythe a consisté à faire croire qu'elle était temporaire et provisoire. Les 2 tiers de l'existence d'Israël se sont faits sous occupation, 46 ans sur 65. Il y a des générations entières qui n'ont connu que le statut d'occupant dans la société israélienne et dont les dernières générations n'ont même, tout en étant occupants, rien vu de l'occupation. Une colonisation jamais interrompue et des négociations quasiment jamais interrompue, parce que l'une fait croire que justifie l'autre. Devant tout ça, effectivement, Israël a intérêt à jouer la durée. Il n'est pas pressé, c'est pas lui qu'on détruit et c'est pas lui qu'on morcelle, sauf que cette même durée installe d'autres réalités. Une réalité que des universitaires israéliens très intéressants, Ariela Azoulay et Adi Ophir, ont qualifié. Ils disent, et elle est intéressante, leur qualification est intéressante parce qu'elle porte, ils articulent cela avec un changement dans la conception du sionisme. Et ils arrivent à dire, en réalité, on est dans un régime qui est un régime de séparation, qui fonctionne selon une matrice de séparation de type fondée sur la nationalité, sur la citoyenneté et sur la spatialité. Et ils finissent par dire, le sionisme, qui pendant toute la première partie de son existence n'a pas forcément été un sionisme promouvant l'État, qui pendant la deuxième partie a été un sionisme identifié à la notion de l'État, est aujourd'hui
un support à part entière et sans compromis, non pas de l'État d'Israël, mais de son régime actuel, ce régime étant bien entendu confondu avec l'État et la nation. Je conclus en 1 minute. Cette caractérisation de Mishtara Afrada, régime d'apartheid, reconnu par le tribunal Russell, reconnu évidemment par les Palestiniens les premiers dans le rappel de 2005 du BDS, a permis de mettre en œuvre l'outil de la société civile et des opinions dont on a parlé de l'importance ce matin dans ce débat. Et le BDS, il a changé la donne. Il est en train de changer la donne. Il est la chose qui effraie le plus. Lisez la presse israélienne, même en anglais, elle en est pleine, qui effraie le plus toutes les élites israéliennes, des entreprises, les élites politiques. Tzipi Livni parle de BDS exponentiel. Il a changé la donne aussi pour les Juifs, et en tant que représentant d'une association juive, j'ai envie de le dire. Contrairement à la répartition des Juifs que veut faire le sionisme, il y a énormément de Juifs impliqués très fortement dans le BDS du monde entier. Et je conclus cette fois. Je savais bien. J'y arrive. Ces Juifs démontrent qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'appropriation de la judaïté au service de ce régime d'apartheid. J'ai fini vraiment. Cette aspiration portée internationalement à la fin du calvaire imposé au peuple palestinien, à une société débarrassée de son racisme structurel et du régime de séparation, qui doit pouvoir enfin s'inscrire, quelle que soit la forme étatique adoptée entre la mer et le Jourdain, dans la recherche d'une coexistence fondée sur l'égalité, c'est ça la paix. Merci. Bien, merci beaucoup Michel. Et